Chapitre 18. La mort adhérente. Lorsque l'heure de la rencontre fut venue, Beauty Smith détacha la chaîne qui retenait Cro-Blanc et se retira en arrière. Cro-Blanc, pour une fois, ne fit pas une attaque immédiate. Il demeura immobile, les oreilles pointées en avant, alerte et curieux, observant l'étrange animal qu'il avait devant lui. Jamais il n'avait vu un semblable chien. Tim Keenan poussa le bulldog en lui disant à mi-voix « Vas-y !» Le bulldog se dandinait au centre du cercle qui entourait les deux champions, court, trapu et l'air gauche. Il s'arrêta après quelques pas et loucha vers Cro-Blanc. Il y eut des cris dans la foule. « Vas-y, Cherokee! Crève-le, Cherokee! Bouffe-le !» Mais Cherokee ne semblait pas disposé à combattre. Il tourna la tête vers les gens qui criaient en clignant de l'œil et en agitant son bout de queue avec bonne humeur. Ce n'est pas qu'il eût peur de Cro-Blanc, non, c'était simple paresse de sa part. Il ne lui semblait pas d'ailleurs qu'il fût dans ses obligations de combattre le chien qu'on lui présentait. Cette espèce ne figurait point sur la liste à laquelle il était accoutumé, et il attendait qu'on lui offrît un autre chien. Tim Keenan entra dans l'enceinte, et se courbant vers Cherokee, se mit à lui gratter les deux épaules, à lui rebrousser le poil, afin de l'inciter à aller de l'avant. Le résultat en fut d'irriter le chien peu à peu. Cherokee commença à gronder d'abord en sourdine, puis plus âprement dans sa gorge. Au rythme des doigts correspondait celui des grondements qui, au fur et à mesure que le mouvement de la main s'accélérait, devenaient plus intenses et brusquement se terminèrent en un aboi furieux. Tout ce manège ne laissait pas non plus Cro-Blanc insensible. Son poil se soulevait sur son cou et sur ses épaules. Tim Keenan, après avoir passé la main sur le poil de sa bête encore une fois, abandonna Cherokee à lui-même. Le bulldog était prêt à s'élancer. Mais déjà Cro-Blanc avait frappé. Un cri d'admiration et de stupeur s'éleva. Avec la rapidité et la souplesse d'un chat plutôt que d'un chien, il avait couvert la distance qui le séparait de son adversaire, puis avait rebondi au large après l'avoir lacéré. Le bulldog saignait d'une oreille arrachée et d'une large morsure dans son cou épais. Il n'eut pas l'air d'y prêter attention, ne laissa pas échapper une plainte, mais marcha sur Cro-Blanc. La vélocité de l'un, l'inébranlable tenue de l'autre passionnaient la foule. Les premiers paris se renouvelèrent, avec une mise augmentée. D'autres furent engagés. La même attaque et la même parade se répétèrent. Cro-Blanc bondit encore en avant, lacéra, puis reflua en arrière sans être touché. Et encore son étrange ennemi le suivit sans trop se presser, sans lenteur excessive, mais délibérément, avec détermination, comme on traite une affaire. Il avait de toute évidence un but qu'il se proposait et une méthode pour arriver à ce but. Le reste ne comptait pas et ne devait pas le distraire. Cro-Blanc s'en aperçut, et cela le rendit perplexe. Il en était tout dérouté. Ce chien était décidément bien étrange. Il avait le poil ras et ne possédait point de fourrure protectrice. Les morsures s'enfonçaient sans peine dans une chair grasse qu'aucun matelas ne protégeait, et il ne semblait pas que l'animal eût la capacité de s'en défendre. Il ne se fâchait pas non plus et saignait sans se plaindre, ce qui était non moins déconcertant. À peine un léger cri lorsqu'il avait reçu son châtiment. Ce n'était pas pourtant que Cherokee fût impuissant à se mouvoir. Il tournait et virait même assez vite, mais Cro-Blanc n'était jamais là où il le cherchait, et il en était fort perplexe lui aussi. Il n'avait jamais combattu avec un chien qu'il ne pouvait appréhender, avec un adversaire qui ne cessait pas de danser et de biaiser autour de lui. Cro-Blanc ne réussissait pas cependant à atteindre, comme il l'eût voulu, le dessous de la gorge du bulldog. Celui-ci la tenait trop bas, et ses mâchoires massives lui étaient une protection efficace. Le sang de Cherokee continuait à couler, son cou et le dessus de sa tête étaient tailladés, et il persistait à poursuivre inlassablement Cro-Blanc qui restait indemne. Une seule fois, il s'arrêta durant un mouvement, abasourdi en regardant de côté vers Tim Keenan et en agitant son tronçon de queue en signe de bonne volonté. Puis il reprit avec application sa poursuite, en tournant en rond derrière Cro-Blanc. Soudain, il coupa le cercle que tous deux décrivaient et tenta de saisir son adversaire à la gorge.
il ne le manqua que de l'épaisseur d'un cheveu, et des applaudissements crépitèrent à l'adresse de Cro-Blanc qui avait échappé. Le temps passait. Cro-Blanc répétait ses soubresauts, et Cherokee s'acharnait avec la sombre certitude que tôt ou tard il atteindrait son but. Ses oreilles n'étaient que de minces rubans, plus de 100 blessures les coupaient, et ses lèvres même saignaient toutes coupées. Parfois Cro-Blanc s'efforçait de le renverser à terre, pattes en l'air en se jetant sur lui. Mais son épaule était plus haute que celle du chien, et la manœuvre avortait. Il s'obstina à la renouveler, et dans un élan plus fort qu'il avait pris, il passa par-dessus le corps de Cherokee. Pour la première fois depuis qu'il se battait, on vit Cro-Blanc perdre pied. Il tournoya en l'air pendant une seconde, se retourna comme un chat, mais ne réussit pas à retomber immédiatement sur ses pattes. Il chut lourdement sur le côté, et quand il se redressa, les dents du bouledogue s'étaient incrustées dans sa gorge. La prise n'était pas bien placée, elle était trop bas vers la poitrine, mais elle était solide. Cro-Blanc, avec une exaspération frénétique, s'efforça de secouer ses dents resserrées sur lui, ce poids qu'il sentait pendu à son cou. Ses mouvements maintenant n'étaient plus libres, il lui semblait qu'il avait été happé par une chausse-trape. Tout son être s'en révoltait au point de tomber en démence. La peur de mourir avait tout à coup surgi en lui, une peur aveuglée et désespérée. Il se mit à virer, courir à droite, courir à gauche, tant pour se persuader qu'il était toujours vivant que pour tenter de détacher les 50 livres que traînait sa gorge. Le bouledogue se contentait, à peu de choses près, de conserver son emprise. Quelquefois, il tentait de reprendre pied pendant un moment afin de secouer Cro-Blanc à son tour, mais l'instant d'après, Cro-Blanc l'enlevait à nouveau et l'emportait à sa suite dans ses mouvements giratoires. Cherokee s'abandonnait consciemment à son instinct. Il savait que sa tâche consistait à tenir dur, et il en éprouvait de petits frissons joyeux. Il fermait béatement les yeux, et sans se raidir, se laissait ballotter de ci de là, avec abandon, indifférent aux heurts auxquels il était exposé. Cro-Blanc ne s'arrêta que lorsqu'il fut exténué. Il ne pouvait rien contre son adversaire. Jamais pareille aventure ne lui était arrivée. Il se coucha sur ses jarrets, pantelant et cherchant son souffle. Sans relâcher son étreinte, le bouledogue tenta de le renverser complètement. Cro-Blanc résista à cet effort, mais il sentit que les mâchoires le tenaillaient par un imperceptible mouvement de mastication, portaient plus haut leur empreinte. Patiemment, elles travaillaient à se rapprocher de sa gorge. Dans un mouvement spasmodique, il réussit à mordre lui-même le cou gras de Cherokee, là où il rattache à l'épaule, mais il se contenta de le lacérer pour lâcher prise ensuite. Il ignorait la mastication de combat, et sa mâchoire au surplus n'y était point apte. Un changement se produisit à ce moment dans la position des deux adversaires. Le bouledogue était parvenu à rouler Cro-Blanc sur le dos, et toujours accroché à son cou, lui était monté sur le ventre. Alors Cro-Blanc, se ramassant sur son train de derrière, s'était mis à déchirer à coups de griffes, à la manière d'un chat, l'abdomen de son adversaire. Cherokee n'eût pas manqué d'être éventré s'il n'eût rapidement pivoté sur ses dents serrées, hors de la portée de cette attaque imprévue. Mais le destin était inexorable comme la mâchoire qui, dès que Cro-Blanc demeurait un instant immobile, continuait à monter le long de la veine jugulaire. Seule la peau flasque de son cou et l'épaisse fourrure qui la recouvrait sauvaient encore de la mort le jeune loup. Cette peau formait un gros rouleau dans la gueule du bouledogue, et la fourrure défiait toute entame de la part des dents. Cependant Cherokee absorbait toujours plus de peau, de poils, et de la sorte étranglait lentement Cro-Blanc qui respirait et soufflait de plus en plus difficilement. La bataille semblait virtuellement terminée. Ceux qui avaient parié pour Cherokee exultaient et offraient de ridicules surenchères. Ceux, au contraire, qui avaient misé sur Cro-Blanc étaient découragés et refusaient des paris à 10 pour 1, à 20 pour 1. On vit alors un homme s'avancer sur la piste du combat. C'était Beauty Smith. Il étendit son doigt dans la direction de Cro-Blanc, puis se mit à rire avec dérision et mépris. L'effet de ce geste ne se fit pas attendre. Cro-Blanc, en proie à une rage sauvage, appela à tout ce qui lui restait de force et se remit sur ses pattes. Mais après avoir traîné encore autour du cercle les 50 livres qu'il portait, sa colère tourna en panique. Il ne vit plus que la mort adhérente à sa gorge, et trébuchant, tombant,
Se relevant, en levant son ennemi de terre, il lutta vainement, non plus pour vaincre, mais pour sauver sa vie. Il tomba à la renverse, exténué, et le bouledogue en profita pour enfouir dans sa gueule un bourrelet de peau et de poils encore plus gros. La strangulation complète était proche. Des cris, des applaudissements s'élevèrent à la louange du vainqueur. On clama « Cherokee, Cherokee !» Cherokee répondit en remuant le tronçon de sa queue, mais sans se laisser distraire de sa besogne. Il n'y avait aucune relation de sympathie entre sa queue et ses mâchoires massives. L'une pouvait s'agiter joyeusement sans que les autres détendissent leur implacable étau. Une diversion inattendue survint sur ces entrefaits. Un bruit de grelots résonna, mêlé à des aboiements de chiens de traîneau. Les spectateurs tournèrent la tête, craignant de voir arriver la police. Il n'en était rien. Le traîneau venait à toute vitesse de la direction opposée à celle du fort, et les deux hommes qui le montaient rentraient sans doute de quelque voyage d'exploration. Apercevant la foule, ils arrêtèrent leurs chiens et s'approchèrent afin de se rendre compte du motif qui réunissait tous ces gens. Celui qui conduisait les chiens portait moustache, l'autre, un grand jeune homme, était rasé à fleur de peau. Il était rouge du sang qu'il avait glacé et la rapidité de la course lui avait fait affluer au visage. Cro-Blanc continuait à agoniser et ne tentait plus de lutter. Seuls des spasmes inconscients le soulevaient encore par saccades en une résistance machinale qui s'éteindrait bientôt avec son dernier souffle. Beauty Smith ne l'avait pas perdu de vue une seule minute. Même les nouveaux venus ne lui avaient pas fait tourner la tête. Lorsqu'il s'aperçut que les yeux de son champion commençaient à se ternir, quand il se rendit compte que tout espoir de vaincre était perdu, l'abîme de brutalité où se noyait son cerveau submergea le peu de raison qui lui demeurait. Perdant toute retenue, il s'élança férocement sur Cro-Blanc pour le frapper. Il y eut des cris de protestation et des sifflets, mais personne ne bougea. Beauty Smith persistait à frapper la bête à coups de souliers ferrés lorsqu'un remous se produisit dans la foule. C'était le grand jeune homme qui se frayait un passage, écartant les gens à droite et à gauche sans cérémonie ni douceur. Lorsqu'il parvint sur l'arène, Beauty Smith était justement en train d'envoyer un coup de pied à Cro-Blanc, et une jambe levée se tenait en équilibre instable sur son autre jambe. L'instant était bon, et le grand jeune homme en profita pour appliquer à Beauty Smith un maître coup de poing en pleine figure. Beauté fut soulevé du sol, tout son corps cabriola en l'air, puis il retomba violemment à la renverse sur la neige battue. Se tournant ensuite vers la foule, le grand jeune homme cria « Tas de lâches, tas de brutes !» Il était en proie à une rage folle, à une sainte colère. Ses yeux gris avaient des lueurs métalliques et des reflets d'acier qui fulguraient vers la foule. Beauty Smith, une fois debout, s'avança vers lui reniflant et apeuré. Le nouveau venu, sans attendre de savoir ce qu'il voulait, et ignorant l'abjection du personnage, pensa que Beauté désirait se battre. Il se hâta donc de lui écraser la face d'un second coup de poing avec un « espèce de brute !» Beauty Smith, renversé à nouveau, jugea que le sol était la place la plus sûre qu'il eût pour lui, et il resta couché là où il était tombé, sans plus essayer de se relever. « Viens ici, Matt, et aide-moi » dit le grand jeune homme à son compagnon qui l'avait suivi dans le cercle. Les deux hommes se courbèrent vers les combattants. Matt soutint Cro-Blanc, prêt à l'emporter dès que les mâchoires de Cherokee se seraient détendues. Mais le grand jeune homme tenta en vain, avec ses mains, d'ouvrir la gueule du bouledogue. Il suait, tirait, soufflait, en s'exclamant entre chaque effort « Brute !» La foule commença à grogner et à murmurer. Les plus hardis protestèrent qu'on venait les déranger dans leur amusement, mais ils se taisaient dès que le grand jeune homme, quittant son compagnon, les fixait des yeux et les interpellait. « Brute ! Ignoble brute !»« Tous vos efforts ne servent de rien, monsieur Scott, » dit Matt à la fin. « Vous ne pourrez les séparer en vous y prenant ainsi. » Ils se relevèrent et examinèrent les deux bêtes toujours rivées l'une à l'autre. « Il ne saigne pas beaucoup, » prononça Matt, « et ne va pas mourir encore. »« La mort peut survenir dans un instant, » répondit Scott. « Là, vois-tu, le bouledogue a remonté encore un peu sa morsure. » Il frappa Cherokee sur la tête, durement et plusieurs fois. Les dents pour autant ne se desserrèrent point. Cherokee remuait son tronçon de queue, ce qui voulait dire qu'il comprenait la signification des coups, mais aussi qu'il savait être dans son droit
et accomplir strictement son devoir en refusant de lâcher prise. « Allons, quelqu'un de vous ne viendrait-il pas nous aider » cria Scott à la foule en désespoir de cause. Mais son appel demeura vain. On se moqua de lui, on lui donna de facétieux conseils, on le blagua avec ironie. Il fouilla dans l'étui qui pendait à sa ceinture et en tira un revolver, dont il s'efforça d'introduire le canon entre les mâchoires de Cherokee. Il taraudait si dur qu'on entendait distinctement le crissement de l'acier contre les dents. Les deux hommes étaient à genoux courbés sur les deux bêtes. Tim Keen s'avança vers eux sur l'arène et, s'étant arrêté devant Scott, lui toucha l'épaule en disant « Ne brisez pas ses dents, étranger !»« Alors c'est son cou que je lui briserai !» répondit Scott en continuant son mouvement de va-et-vient avec le canon du revolver. « Je dis, ne brisez pas ses dents !» répéta le maître de Cherokee d'un ton plus solennel encore. Mais son bluff fut inutile, et Scott ne se laissa pas démonter. Il leva les yeux vers son interlocuteur et lui demanda froidement « Ton chien ?» Tim Keenan émit un grondement affirmatif. « Alors viens à ma place et brise sa prise. » Tim Keenan s'irrita. « Étranger, je n'ai pas pour habitude de me mêler des choses que je ne saurais faire. Je serais impuissant à ouvrir ce cadenas. En ce cas, ôte-toi de là et ne m'embête pas. » Scott avait déjà réussi à insinuer le canon du revolver sur un des côtés de la mâchoire. Il manœuvra tant et tant qu'il atteignit l'autre côté, après quoi, comme il eût fait avec un levier, il desserra peu à peu les dents du bulldog. Matt sortait à mesure de la gueule entr'ouverte le bourrelet de peau et de poils de Cro-Blanc. « Prépare-toi à recevoir ton chien » ordonna Scott d'un ton péremptoire à Tim Keenan qui était demeuré debout sans s'éloigner. Tim Keenan obéit et se penchant saisit fortement Cherokee qu'une dernière pesée du revolver décrocha complètement. Le bulldog se débattait avec vigueur. « Tire au large !» commanda Scott. Tim Keenan et Cherokee, l'un traînant l'autre, s'éloignèrent parmi la foule. Cro-Blanc fit pour se relever plusieurs efforts inutiles. Comme il était arrivé à se remettre sur ses pattes, ses jarrets trop faibles le trahirent, et il s'affaissa mollement. Ses yeux étaient mi-clos, et leurs prunelles toutes ternes. Sa gueule était béante, et la langue pendait, gonflée et inerte. Il avait l'aspect d'un chien qui a été étranglé à mort. Matt l'examina. Il est à bout, mais il respire encore. Durant ce temps, Beauty Smith s'était remis droit et s'approcha. « Matt, combien vaut un bon chien de traîneau ?» demanda Scott. Le conducteur du traîneau, encore agenouillé sur Cro-Blanc, calcula un moment. « $300, répondit-il. « Et combien pour un chien en marmelade comme celui-ci ?»« La moitié. » Scott se tourna vers Beauty Smith. « Entends-tu, monsieur la brute, je vais prendre ton chien et te donner pour lui $150. » Il ouvrit son portefeuille et compta les billets. Mais Beauty Smith croisa ses mains derrière son dos et refusa de prendre la somme. « Je suis pas vendeur, » dit-il. « Oh si, tu l'es, assura l'autre, parce que je suis acheteur. Voici ton argent. Le chien m'appartient. » Beauty Smith, les mains toujours derrière le dos, se recula. Scott avança vivement vers lui, le poing levé pour frapper. Beauty Smith se courba en prévision du coup. « J'ai mes droits, » gémit-il. « Tu as forfait à ces droits, et tu es disposé à recevoir cet argent, ou je vais avoir à frapper à nouveau. »« C'est bon, » dit Beauty Smith avec toute la célérité de la peur. « Mais je prends l'argent en protestant, » ajouta-t-il. « Le chien est mon bien, je suis volé. »« Un homme a ses droits. »« Très correct, » répondit Scott en lui remettant les billets. « Un homme a ses droits, mais tu n'es pas un homme, tu es une sale brute. »« Attendez que je revienne à Dawson, » menaça Beauty Smith. « J'aurai la loi pour moi. Et si tu ouvres ton bec à ton retour à Dawson, je te ferai expulser de la ville. Est-ce compris ?» Un grognement fut la réplique. « Comprends-tu » cria Scott dans un accès soudain de colère. « Oui » grogna encore Beauty Smith en se reprenant à reculer. « Oui, qui ?»« Oui, monsieur. »« Attention, il va mordre !» jeta quelqu'un dans la foule, et de grands éclats de rire s'élevèrent. Scott, tournant le dos, s'en revint aider son compagnon qui poussait Cro-Blanc vers le traîneau. Une partie des spectateurs s'était éloignée. D'autres étaient restés, formant des groupes qui regardaient et causaient.
Tim Keenan rejoignit un de ces groupes. « Quelle est cette gueule » demanda-t-il. « Weedon Scott » répondit quelqu'un. « Par tous les diables, qui alors est Weedon Scott ?»« Un de ces crâneurs d'ingénieurs des mines. Il est au mieux avec toutes les grosses punaises de Danson. Si vous craigniez les ennuis, vous feriez bien de naviguer loin de lui. Voilà ce que je vous dis. Il est intime avec tous les fonctionnaires. Le commissaire de l'or est son meilleur copain. » « Je me doutais bien qu'il était quelqu'un, dit Tim Keenan.